Axel Merckx par Sergio Parsani. Alors, la côte de la Redoute permet de faire une sélection, mais en réalité, Liège-Bastogne-Liège se joue plutôt après cette côte de la Redoute. Comment vont réagir les hommes de tête? Est-ce qu'ils vont s'entendre, collaborer immédiatement pour empêcher le retour de leurs principaux adversaires qui se retrouvent ici à l'arrière? Davide Rebellin, Laurent Jalabert, Paolo Bettini. Pour l'instant, la position de Laurent Jalabert est parfaite. On va voir si le quatrième est Casagrande. J'ai l'impression que oui. Cinq hommes ont réussi à se détacher. Ah, il faut rouler immédiatement. Il faut absolument accélérer tout de suite après la côte, creuser un écart, décourager les principaux adversaires. Et on ne s'entend pas très bien. Après une côte aussi difficile, on a souvent besoin de récupérer. Laurent Jalabert, vous le voyez sur la droite de votre écran. Quatrième position. Il négocie ce virage. Le cinquième, c'est un coureur de Fassa Bortolo. Il y a un petit peu de difficulté à suivre lui. Pour l'instant, au moment où il le fallait, Laurent Jalabert était là. Ah, on se regarde. C'est Dario Frigo, le cinquième homme. Dario Frigo, porte le dossard 33 qui appartient à l'équipe Fassa Bortolo, dirigé par Giancarlo Ferretti. Voilà le groupe de 5, qui n'est pas un groupe surprise. Or, peut-être la présence de Dario Frigo. Pour ce qui concerne les autres, vous avez vu qu'il s'était naturellement dégagé dans l'ascension de la Redoute. Nous sommes à plus de 30 km de l'arrivée. Voici le groupe de tête, Laurent Jalabert maintenant qui prend les relais. Francesco Casagrande, Rebellin. Voici Laurent. Dario Frigo, avec le nouveau maillot Fassa Bortolo. Casagrande, qui a gagné la Flèche Wallonne mercredi. Il ne pèse plus que 59 kg. Ce qui fait qu'il voltige dans les ascensions, même s'il est maintenant moins puissant sur le plat. Le dossard 2, c'est bien sûr Paolo Bettini de la Mapei et Davide Rebellin. Et Laurent Jalabert qui ne va pas prendre le relais. Regardons à l'arrière. Il y a un retour de quelques groupe de coureurs. coureurs qui revient, Bernard, derrière. Hein. Ouais, surtout si Laurent Jalabert refuse de prendre le relais. Comme c'est lui le grand favori, j'ai peur que beaucoup de ses compagnons d'échappée refusent eux aussi de rouler. Là, il y a Yakché, il y a Belli aussi. Et toujours un effort de l'équipe Lamprey alors que nous sommes un peu moins de 33 km de l'arrivée. Laurent Jalabert, vous l'avez vu, était dans le groupe qui s'est dégagé dans le groupe, dans la côte, dans l'ascension de la Redoute. Il va y avoir probablement un peloton qui va se reconstituer. Laurent Jalabert qui a fait de Liège-Bastogne-Liège l'un des grands objectifs de sa saison. Pourquoi viser à ce point une victoire dans Liège-Bastogne-Liège? On écoute Laurent Jalabert, il répond à Thierry Adam. Laurent Jalabert. Une course qui correspond davantage à mes capacités. C'est une course où l'équipe en peut certainement aussi bien meilleure que ce qu'elle pourrait l'être sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix. Et du reste, c'est une course où j'ai toujours bien marché. Mais bon, sur le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes fait 2 fois deuxième en 97-98. Qu'est-ce qui vous a manqué à chaque fois pour gagner? Vous avez tiré des conclusions un petit peu de pas de ces échecs, mais en tout cas de ces deuxièmes places. Oui, c'est un petit peu dommage. Je suis tombé à chaque fois sur un Bartoli qui était très fort, qui était supérieur à moi, et puis certainement aussi mieux préparé. Bon, on a pris la victoire à 2 reprises, 2 années de suite.
Peut-être que ma plus belle opportunité elle était en 95 quand je fais quatrième, où je pense que je marchais fort, mais j'avais aussi, j'étais dans la position du plus gros favori et j'avais perdu du terrain sur certains coureurs et j'avais été obligé de me lancer dans une course-poursuite de loin et c'est des efforts que j'ai payés sur la fin. Maintenant je pense que c'est une course qui me convient bien et que je dois pouvoir gagner, quoi. Donc, La tête du peloton, vous le voyez, très étirée. Au moment où le Hollandais Martin Denbacker, pendant que nous écoutions Laurent Jalabert, avant d'attaquer, que les coureurs n'attaquent l'ascension de la côte de Sprimont, eh bien c'est le champion de Hollande, Martin Denbacker, coéquipier de Michael Bogart, qui a tenté de partir seul. Voici Axel Merckx qui a été bon. Voilà Denbacker qui a été repris. Vous voyez que Laurent Jalabert est dans sa roue et que le peloton est un peu plus loin. Là, Etxeberria de la Hanse, il est en forme, Etxeberria. On est dans une côte qui compte pour le classement du grimpeur. Ce n'est pas une côte hyper difficile, alors que Vladimir Belli en a profité pour contre-attaquer. Vladimir Belli, alors que nous sommes dans l'ascension de la côte de Sprimont. Vladimir Belli vient de sortir de l'avant-garde du peloton. Vladimir Belli, italien de 29 ans et demi, qui a gagné le Tour d'Italie chez les amateurs en 90 avant de passer professionnel en 92. Vladimir Belli qui a vu Etxeberria arriver tout de suite dans sa roue. Laurent Jalabert, il faut le dire, compte beaucoup sur deux équipiers et notamment David Etxeberria. Et le deuxième homme de base de l'équipe Hanse aujourd'hui pour le final, c'est Michael Zarabezia. Et puis il y a bien sûr Abraham Olano, arrivé vendredi à Liège. Abraham Olano a eu quelques problèmes médicaux, il avait un virus, une infection, il a été soigné et il est venu pour renforcer l'équipe Hanse dans le but donc d'aider Laurent Jalabert à gagner Liège-Bastogne-Liège. On a aperçu il y a un instant Michael Bogart qui était en 7e position. Martin Denbacker devant, dans sa roue, Axel Merckx. C'est Vladimir Belli, ex-coureur de l'équipe Festina. Voilà ce groupe qui s'est constitué alors que Paolo Bettini a repris le bon wagon. Il était tout à l'heure dans le groupe Jalabert qui s'est dégagé dans la redoute. Il est de nouveau là devant. Paolo Bettini, habituel fer de lance de Michele Bartoli. Michele Bartoli, vous le savez, et Michele Bartoli est en Italie pour s'entraîner et soigner son genou. Petit rectificatif, l'incruste n'était pas bonne. Ce n'est pas Laurent Jalabert qui est là, c'est David Etxeberria. David Etxeberria qui a le dossard. Voilà ce groupe de 4 coureurs qui vient de se constituer. Voilà, Bettini, Etxeberria, Belli, Rebellin. Nouveau groupe de tête, moins de 30 km de l'arrivée après l'ascension de la côte de Sprimont. Prochaine difficulté, la côte Sarre-Tillmann. J'ai dit Tillmann. Alors, après cette côte de Sprimont, là, le peloton est complètement arrêté. Le circuit et le parcours a été un petit peu changé. Avant, on avait une grande partie de plat, une descente très rapide, puis de nouveau du plat. Cette année, c'est presque tout descente faux plat. Ça va plutôt avantager les 3 échappés si personne ne veut vraiment faire la bagarre à l'arrière. 4 hommes de tête et un peloton, vous le voyez, il y a pour l'instant au moins, dans le peloton qui est de nouveau en ligne. On peut imaginer qu'il y a eu au premier rang de ce peloton. Voilà le groupe qui s'est dégagé. Donc, avec David Etxeberria, coéquipier de Laurent Jalabert, Paolo Bettini de la Mapei, l'un des leaders désignés de la formation belgo-italienne. Paolo Bettini qui se retourne. Parle. On voit qu'il se retournait vers Etxeberria. Il reproche vertement à Etxeberria de ne pas collaborer. Mais
Echevarria et l'équipier de Jalabert. Et il n'est pas là, bien sûr, pour animer cette échappée. C'est le jeu de la course d'équipe. Course d'équipe si importante en cyclisme. Voici le groupe de 4. Nouveau groupe de 4. 27 km 600 de l'arrivée. Sur la moto, avec la combinaison noire et rouge, agitant les mains, vous avez reconnu, peut-être pas, mais c'est Laurent Bezeau. Laurent Bezeau qui est maintenant à la direction sportive avec Jean-François Pécheux, l'ancien champion Laurent Bezeau, et qui assure la régularité à l'avant de la course, avec beaucoup de vigilance et de compétence. Voici la tête du peloton. Vous voyez qu'il y a des accélérations, Bernard. Très nerveux, hein, très nerveux. Ça va mal se passer à l'avant parce que Echevarria refuse de rouler. Et les coureurs ne vont pas s'entendre. En plus, il manque à l'avant un Rabobank ou un Lamprey. Attention, ça c'est un groupe de contre qui s'est constitué. Alors, est-ce qu'il y a effectivement, il y a un coureur Lamprey là-dedans. Oui. Est-ce qu'il y a des Rabobank? S'il n'y a pas de Rabobank, c'est pratiquement fichu. Alors, il y en a un de Rabobank. Dans ce groupe, il y a notamment Alexandre Vinokourov avec le 18, le voici. Il y a Axel Merckx. Il y a également dans ce groupe Mauro Gianetti, voilà ici Axel. Le 111, c'est bien sûr Kamenzin, attention. Et il y a un Rabobank, qui est donc Nick Abersold. Ah, dangereux ce groupe de contre, Bernard. Beaucoup de... Les équipes sont représentées pratiquement, non? Vous remarquerez qu'il y a 3 Suisses. 3 Suisses appartenant à 3 équipes différentes. Justement, un Suisse qui se propose de ne relancer. pas rester neutre. Oui. Souvenez-vous de lui. Il est fort. C'est bien sûr Oscar Kamenzin, sacré champion du monde il y a 2 ans. Mauro Gianetti. Mauro Gianetti qui a déjà gagné les Bassaniel. Une partie du peloton est revenue. Echevarria va réussir à bien contrarier l'effort de ces hommes. Bien Echevarria. Pour bien dans la mission qui lui a été exactement. par Manolo. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la mission, eh bien, c'est de faire en sorte qu'aucune échappée ne prenne trop d'avance par rapport à Laurent Jalabert. On attend avec impatience d'avoir des écarts, vous l'imaginez. Hein. Donc le groupe de 4, derrière il y a 5 hommes, dont Kamenzin et Vinokourov. Ah, l'écart a grandi, hein. L'écart a grandi, c'est plus d'hélicoptère. Je pense qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans la côte de Sprimont, le peloton était complètement arrêté alors que devant ça roulait très vite. Et dans ces cas-là, un écart de 40 secondes est très vite formé. Alors, voici c'est revenu, hein, le peloton a revenu sur les 5. Vinokourov, Kamenzin. Jalabert est dans ce groupe. Attention, on peut considérer que depuis le départ ce matin de Liège, c'est le premier véritable danger que connaît Laurent Jalabert, Bernard. Oui, oui, comme vous disiez tout à l'heure, quand on connaîtra l'écart, ça sera beaucoup plus... Ah ben le voilà, 27 secondes. 27 secondes. Pour l'instant, Jalabert est dans de bonnes conditions. Il a un équipier à l'avant, donc ce n'est pas à lui de relancer la course. Ce n'est pas à lui d'accélérer, de travailler en tête du peloton pour revenir sur les échappées. 27 secondes, ce n'est pas beaucoup, mais au pied de la côte de Sartillement, si on laisse des garçons comme Rebellin avec 27 secondes, Rebellin, Bettini, ça peut être dangereux. Alors ce sont les Jodenbacher, hein, de l'équipe Rabobank, donc ce sont les Rabobank qui paraissent s'intéresser pour lancer la chasse. Voici le quatuor de tête, les 4 hommes de tête.
David Etxebarria, vous le remarquerez, alors que nous sommes à plus de 23 km de l'arrivée. David Etxebarria, en 4e position, n'assure pas de relais. Il ne participe pas à la vie de cette échappée. Et à l'avant du peloton, vous le voyez, une course assez débridée. Il y a des tentatives de départ. Il faut dire, nous sommes dans une nouvelle partie en léger faux plat descendant. C'est toujours tentant d'essayer de partir parce que c'est plus facile avec les coureurs, je pense là, vont mettre le 11 dents, hein, parce que ça descend et ça va très très vite. Alors, on l'a vu notamment dans la flèche wallonne, pour revenir sur une échappée, la meilleure solution, ce n'est pas d'attaquer comme ça à tout moment, parce que des attaques et des ralentissements du peloton à la suite ne comblent pas vraiment l'écart. Le seul moyen pour vraiment combler l'écart, c'est qu'il y ait une équipe ou deux ou plusieurs qui se mettent en tête, qui collaborent pour essayer de revenir sur les hommes de tête, qui impriment un train qui soit continu et soutenu dans le peloton. Un peu plus de 20 km de l'arrivée de ce Liège-Bastogne-Liège, la doyenne. Cela fait 108 ans que Liège-Bastogne-Liège a été créé et les coureurs disputent aujourd'hui la 86e édition. 186 coureurs au départ ce matin de Liège, dont 28 Français. Il s'agit bien sûr de la 4e étape de la Coupe du Monde. Après Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Du monde dont le leader est bien sûr actuellement Eric Zabel. Eric Zabel qui précède Johan Museeuw. Le groupe de tête, David et Rebellin. Attention à Rebellin, coureur complet. Etxebarria. Etxebarria que le public français, bien sûr, a découvert sur le Tour de France l'année dernière. 2 victoires d'étape, c'est pas rien. Petit coureur par la taille. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de spontanéité, cet Etxebarria. C'est un bon coureur vif, hein, Bernard? Ah, il l'avait emporté à Saint-Flour, Saint-Flour, oui, oh là là, arrivée magnifique. D'une échappée d'une douzaine de coureurs, d'une longue échappée, mais surtout au terme d'un bon faux plat. Ouais. Alors qu'ici, c'est l'Empré US Postal Mercatone. Casagrande est ici. Axel Merckx. Ah, ça ne roule rien. Ça ne roule pas très vite. Andreas Kloden, ah oui, qu'on a vu Dufaux. Naven. Voici Laurent Jalabert. Ah ah. Où ça s'arrête là, hein. C'est complètement arrêté. Personne ne veut rouler. Eh oui. Ça devient épineux pour Laurent Jalabert là. C'est dangereux, d'autant plus que arrivé 20 km, vous avez vu le panneau fermant la marche de l'équipe Lotto. Mario Hertz, 3e de la Flèche Wallonne l'an dernier. Retour avec le quatuor de tête où 3 hommes travaillent. Ce trio là s'entend très bien, hein. Apparemment ils ont décidé de laisser Etxebarria un petit peu à l'arrière, de laisser faire son travail à lui, et eux font leur travail. Et pour l'instant, bien le travail paye, il faut dire que ce sont 3 Italiens, donc ils peuvent bien s'entendre. 3 Italiens, 3 équipes différentes, ils ont tout intérêt à collaborer bien sûr. Il faut noter que ces 3 coureurs italiens sont 3 excellents spécialistes de moyenne montagne. Hein. Pas étonnant de les retrouver à l'avant de Liège-Bastogne-Liège. 43 secondes au lieu de 37, l'écart augmente. Attention, danger! Alors qu'à l'avant du peloton, qui est arrêté, c'est Martin Den Bakker qui vient de sortir, le champion de Hollande. Ah! Pour l'instant, la configuration de course est favorable aux échappés. Ah, regardez, et puis on ne s'entend vraiment pas bien derrière, hein, puisque Den Bakker a réussi à sortir seul, et là il va y avoir une attaque derrière. Après le peloton va de nouveau s'arrêter après cette attaque. Fait qu'à la suite de cette attaque,
les échappés vont perdre 5 ou 6 secondes, puis là, après le ralentissement du peloton va leur faire regagner peut-être une dizaine de secondes. Nous sommes à Tilf, 19 km 700 de l'arrivée. Comme au pied de la côte du Sartillement. Pas loin effectivement de la côte de Sartillement. Il y aura ensuite la côte de Saint-Nicolas, puis bien sûr la côte d'Anse pour terminer. Voici 3600 mètres, elle est longue. C'est long, hein? Oui. C'est très long cette côte. Echevarria est passé en 3e position. On peut considérer que tout va se jouer peut-être dans cette côte de Sartillement. Hein. Par rapport au groupe Jalabert, je veux dire, au niveau de l'écart. Au niveau de l'écart. Hein. Heidenbacher qui est parti seul. Eh bien, le groupe de tête doit avoir pas loin d'une minute maintenant. Hein. Alors si les 3 coureurs italiens continuent à bien s'entendre, normalement ils devraient quand même tenir le coup par rapport à Heidenbacher seul. Bon, ce n'est pas inutile l'effort qu'a fait Heidenbacher. Elle se retrouve à l'avant parce qu'à l'arrière, ça va être hyper compliqué pour sortir du peloton dans cette côte du Sartillement. Il va y avoir des attaques. Derrière. Vous avez vu Alexandre Vinokourov. Je suis certain que c'est lui. Retour oui, regardez. Vino. Voilà Vino. Ah, ça c'est important. C'est important pour Heidenbacher, c'est important pour la suite de la course. Car voilà un coureur de Télécom devant. Coureur de Télécom désigné co-leader ce matin avec Andreas Klöden. Vinokourov qui a beaucoup à prouver depuis qu'il est chez Télécom. Il a été très efficace, Vinokourov, mais en tant qu'équipier. Notamment, d'ailleurs, dans Milan-San Remo, on se souvient du travail qu'il avait fait en faveur de Zabel dans le Poggio. Mais maintenant, il faut que Vinokourov en gagne une belle pour justifier ce rang de 2e, 3e leader qu'on lui a attribué au sein de l'équipe allemande Télécom. Voilà Vinokourov qui rejoint Heidenbacher. Alors là, c'est une partie de Liège-Bastogne-Liège se joue en ce moment. Est-ce que les deux hommes vont vraiment collaborer ensemble? Le peloton avec Laurent Jalabert sur la gauche, un Rabobank qui sort, Laurent Jalabert qui n'a pas bougé. Si le voici, Laurent. Un Rabobank qui Laurent sort Jalabert. Derrière Heidenbacher, c'est étonnant. Laurent Jalabert qui vient à l'instant de sortir de ce peloton. Il est plus que jamais temps pour Laurent Jalabert de jouer son va-tout. Nous sommes dans la côte du Sartillement. Il y aura ensuite la côte de Saint-Nicolas, puis la côte de Anse. Si Laurent Jalabert veut gagner cette année, enfin, ce Liège-Bastogne-Liège, il faut faire l'effort maintenant. Alors que vous voyez que Axel Merckx et Mario Aerts étaient eux aussi sortis de ce groupe. Merckx s'en va seul à la poursuite de Vinokourov et Heidenbacher. Donc toujours 4 hommes en tête. Bettini, Rebellin, Belli et Tsebaria. En contre, Heidenbacher et Vinokourov et attaque de Laurent Jalabert qui produit son effort. Laurent Jalabert qui accélère. Il se retourne. Il repart, il a creusé le trou. Axel Merckx est avec lui. Voici Casagrande. De toute façon, il n'y a plus de calcul à effectuer pour Laurent Jalabert. Si Laurent veut gagner aujourd'hui, je le dis bien, l'édition 2000 de Liège-Bastogne-Liège, il doit maintenant prendre des risques alors que l'on voit Sergio Parsani en discussion avec Bettini. Ah, il va peut-être lui demander de partir seul parce que c'est trop risqué pour Bettini de travailler avec ce groupe. Alors que la Mapei, il y a certainement encore d'autres cartes à l'arrière. Qu'on a déjà vu Axel Merckx. Oui. Est-ce qu'il y en aurait d'autres de cartes Mapei dans ce peloton? Le peloton, vous le voyez, Andreas Klöden à la fin de ce peloton. Heidenbacher, Vinokourov. Voici l'avant-garde du peloton qui est en train de revenir sur Heidenbacher et Vinokourov. Et devant, il y a toujours 4 coureurs. Rebellin, Belli, Etchebarria qui sont à l'avant. Il y a Bettini aussi. Cherchez le 4e.
Rebellin, Belli, Bettini qui mène. Et Etchebarria en 4e position. Nous sommes revenus avec le groupe des 4 hommes de tête. Bien sûr, c'est important. Jean-René Bettini roule après avoir discuté avec Serge Parsani. Peut-être bien que dans le peloton derrière, il n'y a plus que Axel Merckx comme coureur de la Mapei. Alors il vaut mieux dans ce cas dans cette configuration-là, faire rouler Bettini, assurer au moins une place à, et puis qui sait, dans la côte de Saint-Nicolas. Peut-être que Bettini peut s'éloigner, rester seul en tête, partir, attaquer. Regardons ce petit peloton. Nouvelle attaque. Dont un homme est en train de sortir. C'est un Rabobank. C'est encore Axel Merckx qui revient Axel sur lui. Merckx, ouais. Ah, il marche beaucoup depuis une semaine là, Axel. Il est en bonne condition physique. Voici le groupe derrière. Axel Merckx, Laurent Delabert et Nick Abersold. Voilà Nick Abersold qui assure le train. Axel Merckx en 2e position. C'est étonnant Laurent Delabert. cette tactique dans l'équipe Rabobank, puisqu'il y a quand même Ben Bakker. Une minute. Ouh là là. Oh là là. Ce sera dur, Bernard. Ce sera dur. Ouais, nous sommes allez, on doit être à 15 km de l'arrivée environ, 15-16 km. Vous voyez que Une minute, c'est encore jouable, mais Ouais. qui va attaquer? Est-ce que Casagrande va tenter quelque chose maintenant? Ce sera difficile pour Casagrande de sortir dans cette côte du Sartillement. Par contre, dans la côte de Saint-Nicolas, ce sera plus facile pour lui. La pente est beaucoup plus raide. Mais ici, cette côte du Sartillement est longue. Elle fait plus de 3 km, 3600 mètres, je crois. Mais la pente n'est pas très très forte. Alors c'est très difficile pour sortir, pour surprendre son adversaire. Et pour le distancer en puissance, c'est extrêmement compliqué. Vous avez vu Clauden, il a le Nossard 7 et le maillot de la Télécom, bien sûr. Il était juste derrière Den Bakker. Andreas Clauden, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Tour du Pays Basque. Révélation de ce début de saison. Toujours Nick Abersold. Nick Abersold qui roule. Les hommes de tête ont passé le sommet. Ils vont maintenant emprunter une belle route large avec une grande descente. 14 km de l'arrivée. David Etchebarria, coéquipier de Jalabert, ne prend toujours pas de relais. Juste devant lui, Vladimir Belli en 2e position, Davide Rebellin. Et pour emmener ce groupe, Paolo Bettini. Paolo Bettini, nous le disions tout à l'heure, nous le rappelions, qui est véritablement l'équipier modèle de Michele Bartoli. Et le cours de l'histoire du cyclisme est quand même étonnant. Michele Bartoli est devenu l'un des meilleurs coureurs du monde, notamment grâce à ses 2 succès dans Liège-Bastogne-Liège. Aujourd'hui, Michele Bartoli se remet de sa blessure, de sa grave blessure au genou l'an dernier. Bartoli n'est pas là et c'est Bettini qui d'habitude travaillait si bien et si efficacement pour Michele Bartoli. Eh bien, c'est Paolo Bettini qui se retrouve devant. Cela prouve, premièrement, sa qualité d'équipier, mais deuxièmement, le réservoir extraordinaire que renferme cette équipe Mapei avec ses 39 coureurs professionnels sous contrat. Ah, il n'y a pas de chasse organisée. Regardez l'attitude des coureurs devant. Une 0,9, l'écart augmente, 9 secondes de mieux. Ah, Bernard, je sens mal. Si les 3 Italiens devant continuent à bien s'entendre, ce sera difficile parce que là, il y a des attaques... Désordonnées. Voilà, exactement, je cherchais le mot, merci. C'est désordonné. Et alors, sur une attaque comme cela, les hommes de tête, s'ils continuent comme avant, ils vont perdre 2-3 secondes. Mais après, ça va s'arrêter et ils vont regagner 5 ou 6 secondes.
Ce qui fait qu'après chaque attaque du peloton, il y a de nouveau un écart de plus en plus favorable aux échappés. En plus, c'est une belle route large ici, il n'y a pas de virage vraiment difficile, ce n'est pas technique du tout. Un peloton qui s'entend bien devrait reprendre logiquement du terrain à 3 hommes. Mais regardez, si le peloton s'entendait bien, on verrait les coureurs beaucoup plus affairés sur leur vélo. Là, on se retourne, on regarde à l'arrière, qui va rouler? Tout le monde s'interroge. Tout le monde a peur de Jalabert. Alors tout le monde se dit, bon ben voilà, un exemple d'attaque, un Boban qui est venu à l'avant et puis il a vu qu'une autre, c'est une autre attaque qui se dessine, alors il se relève, va se remettre dans les roues. Le coureur devant qui a attaqué se retourne déjà, il a à peine fait 100 mètres, il se retourne. Alors si on va dire enfin, les 4 hommes, mais en réalité les 3 qui roulent devant s'entendent bien, en principe ils devraient réussir à reprendre un petit peu de terrain. On a vu dans ce groupe. Allez, 2 nouvelles attaques. Peter Parasine de la Cofidis. Encore Denbacker. Denbacker. Est-ce que c'est encore... Non, quand même pas encore Vinocourt. Laurent Jalabert, vous voyez, avec son écouteur, c'est-à-dire, il a l'air désabusé Laurent, hein, il balance la tête. Et il se trouve dans une situation délicate parce qu'il a un homme à l'avant. Il a un homme à l'avant, et oui. Oui, mais s'il veut gagner, il y a des moments, il faut... Si vraiment on veut gagner, il faut quelquefois sacrifier un équipier. Sauf si on pense que l'équipier peut gagner. Et peut-être que là on sait, pense que Echeverria peut gagner s'il n'a pas travaillé pendant les 25 derniers kilomètres. Il a une petite chance. Alors, avec qui accompagne cette fois-ci? Alors, il y a là... c'est toujours les deux mêmes. Toujours les deux mêmes. Le tandem est reconstitué. Denbacker, Alexandre Vinokourov. Ça descend vite, 80 km/h, comme l'indique le compteur de cette photo. Et les 2 hommes que nous avons vus, Denbacker et Vino, arrivés 10 km pour les 4 de tête. Paolo Bettini, Davide Rebellin, Davide Etxebarria et Vladimir Belli. J'espère qu'on va suivre les hommes de tête un peu plus près. Belle vue de la ville de Liège. La ville de Liège qui organise 130 manifestations pour fêter l'an 2000, nous a dit le gouverneur hier soir. C'est Paul Bolland. C'est Paul Bolland. Homme d'esprit et de culture. Ça, nous avons appris que la cathédrale de Liège, la cathédrale Saint-Lambert, avait été démontée il y a 200 ans. Voici le stade du Standard, qui sera l'un des stades de l'Euro. L'Euro qui aura lieu, vous le savez bien sûr, au mois de juin en Belgique, en Hollande, et que vous verrez sur France Télévisions, sur France 2, France 3. Les 4 hommes de tête. Et 9 km, 1 minute. Le coup est encore jouable. 3 spécialistes de moyenne montagne, un puncher. Les 3 spécialistes de moyenne montagne sont les 3 Italiens. Remelin, Belli et Bettini. Et le puncher, c'est le double vainqueur d'étape sur le Tour de France l'année dernière, le jeune David Etxebarria. Etxebarria qui avait gagné à Saint-Flour, qui avait gagné à Pau sur le Tour de France l'année dernière. Un peu plus de 26 ans. 16e, 12e et 16e étape du Tour l'an dernier, c'est bien ça. Il était aussi 12e du classement général du Tour de France, c'est varié l'année dernière. Voici Axel Merckx. Père est dit. Et voici juste devant lui. Alors, c'est Morogianetti, non? Il me semble, hein, ouais, je crois que c'est lui. C'est le seul ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège qui était présent au départ. Oui, il avait gagné en 1995. Une édition où Laurent Jalabert avait terminé 4e. 1-0-2. C'est sa confirmation, c'est bien Gianetti.
Axel Merckx, dont le papa Eddie a été sacré champion du siècle vendredi 14 avril, jour du 100e anniversaire de la création de l'Union cycliste internationale. Titre mérité, qui a généré des applaudissements prolongés, tu peux le dire. Ouais. Et que ce soit vous, cher Bernard, Moi, je ne contredirai pas là-dessus. oui, non, mais c'est beau, vous qui avez réussi à le battre, qui avez gagné 2 fois le Tour de France, qui avez notamment battu Eddy Merckx 175 sur le Tour, vous étiez aussi deuxième. Il m'a battu à Liège. Ouais, 175, deuxième derrière Merckx, c'est pas rien, C'était sa 5e victoire dans Liège-Bastogne. c'est pas rien. On s'entend toujours bien, hein, ça sert quand même hein, d'être de la même nation, c'est plus facile. Parce qu'il fallait avoir le courage, avoir la volonté de s'entendre avec un homme qui ne roule pas. Au départ, on aurait pu penser que Echevarría allait complètement brouiller les cartes et qu'il allait empêcher les 3 hommes de bien s'entendre. 9 fois sur 10, c'est ce qui serait passé d'ailleurs. Mais finalement, les 3 Italiens ont estimé, on est au pied de la côte de Saint-Nicolas, les 3 Italiens ont estimé qu'ils avaient eu plus de chance en roulant et en essayant peut-être de s'entendre entre eux au détriment d'Echevarría, on verra bien. Pour l'instant, on monte la côte de Saint-Nicolas. Que l'on appelle la côte des Italiens, car il y a de nombreuses personnes d'origine italienne qui habitent dans ce secteur et notamment dans les maisons qui se trouvent à gauche et à droite de cette côte de Saint-Nicolas. Et ces personnes d'origine italienne doivent être heureuses. Regardez d'ailleurs le drapeau italien, regardez. Doivent être heureuses de voir ce groupe d'échappés dans lequel figurent 4 Italiens, 3 Italiens et un Espagnol. La côte de Saint-Nicolas est dure, 1 km 400, 7,5% de dénivellation moyenne. C'est ici que l'année dernière, Frank Van Den Broek avait produit un effort exceptionnel. Echevarría qui se méfie. Hein. Il est remonté en 2e position. Il va être très vigilant parce qu'il pense qu'il peut y avoir une attaque des Italiens, alors que Belli s'est laissé décrocher. Où est-ce qu'il a été? On va bientôt savoir. Est-ce que Belli s'est laissé décrocher pour pouvoir attaquer? Vous savez que pour attaquer, pour surprendre l'adversaire, il faut se laisser décrocher un petit peu pour avoir une vitesse plus grande lorsqu'on passe à côté de lui. Mais je pense que là, Belli ne le fait pas sciemment. Non, en difficulté, Belli. Vladimir Belli. Décroché, il ne reste plus que 3 hommes en tête. Les voici. Davide Rebellin. Davide Rebellin qui aura 29 ans. Accélération. Prochain, il était 14e de Liège-Bastogne-Liège l'an dernier. Une accélération de Rebellin. Nous sommes dans un endroit très difficile. La pente est rude. Rebellin va essayer d'éprouver ses compagnons d'échappée. Rebellin qui est le plus expérimenté, presque 29 ans. Davide Echevarría n'a pas encore 27 ans. Et Paolo Bettini, ici en 3e position, a eu 26 ans le 1er avril. 1 minute 16 secondes. La victoire va se jouer entre ces 3 hommes. S'ils ne font pas d'erreur, s'ils ne se regardent pas trop vers après le sommet. Vous savez qu'une année, je crois que c'est Roche et Criquelion qui possédaient une avance de 1 minute et demie à moins de 5 km de l'arrivée. À force de trop se regarder, c'est Argentin qui a surgi et qui les a battus de quelques longueurs. Donc 3 hommes en tête, décroché Vladimir Belli et ensuite ce groupe de 4 que nous avons aperçu, dans lequel il y a notamment Axel Merckx. Toujours un gros effort de Rebellin vers le sommet de la côte de Saint-Nicolas. Le sommet de la côte de Saint-Nicolas qui est très exactement à 5 km. Attaque d'Axel. 5 km 500 de l'arrivée. Axel Merckx qui était dans le groupe de contre-attaque et qui vient d'attaquer. Il a déjà attaqué, on s'en souvient, mercredi dernier dans la Flèche Wallonne, donc il a pris finalement la 10e place. Et ce sont des côtes, nous en parlions hier avec ce matin avec son père, ce sont des côtes qui conviennent mieux à Axel hein, que dans la Flèche Wallonne. Costaud Axel. Vous voyez que le vent aussi ça bouge.
La Rebelline un peu en difficulté. Bettini, Alors- 5 km de l'arrivée. Ouais, il a Oh loupé là le là, virage. Bettini qui a... Oh, aïe, 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 aïe. Oui, parce qu'il faut dire avant Jean-René, les coureurs allaient tout droit. Il y avait un Ouais. sens interdit, les coureurs allaient tout droit, ils rejoignaient le parcours un peu plus loin. Et le virage est assez masqué ici, Bettini ne l'a pas vu. Et il a rétabli l'équilibre, il est passé sur le trottoir et il est reparti. Mais il a Tant mieux. perdu du temps. Hein. Mais... Il y a effort solitaire d'Axel Merckx. Les trois hommes de nouveau ensemble. Il va y avoir une petite descente. Et Oui. après la longue montée pour rejoindre la ligne d'arrivée. Plus d'1 kilomètre de montée pour rejoindre la ligne d'arrivée. La ville de Liège. Ah oui, la ville de Liège, on a un point de vue magnifique. Hein, ici, pour voir la ville de Liège, malheureusement, les coureurs n'en profiteront pas. Sergio Barzani probablement vient informer Paolo Bettini de la présence d'Axel Merckx derrière. Oui, oui. Très certainement. Moins de 5 km de l'arrivée de la doyenne. Et il y a 108 ans, organisé depuis 10 ans par la Société du Tour de France, avec le concours du Royal Persan Club liégeois, que préside Arsène Verhaeren. Vous voyez le banco d'Axel Merckx parti en contre derrière les trois hommes de tête, puisque dans la côte de Saint-Nicolas, Vladimir Belli a décroché. Étonnant que Bettini soit passé en tête là dans la descente avec Axel Merckx qui revient. L'équipe italienne Liquigas, dirigée par Roberto Amadio, et l'équipe Liquigas, une nouvelle équipe. Elle est depuis un peu plus d'1 an dans le peloton professionnel. Et bien évidemment, gagner une des courses de la Coupe du Monde du niveau de Liège-Bastogne-Liège, ce serait pour l'équipe Liquigas à coup sûr le plus beau résultat de sa création. 35 secondes pour Axel Merckx par rapport au trio de tête. Il est costaud, Axel. Sa jeune et belle épouse d'origine canadienne était très confiante ce matin au départ. J'aimerais voir Eddy en ce moment. Je sais que Roger Laboureur a fait était à côté d'Eddy Merckx aux 10 derniers kilomètres de la Flèche Wallonne. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, regardons. Regardons. Je ne comprends pas très bien pourquoi Bettini veut qu'il roule, puisque Merckx est juste derrière. Ouais. Normalement, il devrait prendre la même attitude qu'Echevarria. Ouais. C'est-à-dire attendre, dire au coureur, bah, moi j'ai un coureur qui arrive derrière, là, après on se renforce. Alors messieurs, à vous de rouler si vous voulez pas vous retrouver avec deux Mapei dans l'échappée. Ah, il revient bien, hein, Axel. Notre ami Claude Sudre publiera la semaine prochaine un livre intitulé Hors course. Hors course qui sortira la semaine prochaine, et on peut dire qu'aujourd'hui, Axel, il n'est pas hors course, mais il est dans la course pour un extraordinaire banco, coup de poker tenté dans les derniers kilomètres. Il est sorti seul du peloton qui suivait les 4 hommes de tête, réduit à 3, puisque Vladimir Belli a été décroché dans la côte de Saint-Nicolas. 3 hommes en tête, 2 Italiens, Rebellin et Bettini, un Espagnol, le double vainqueur d'étape. Oh, attention, Rebellin est parti. Est-ce qu'il va le voir? Eh non, il n'a même pas vu qu'il était... Ah, il n'a pas vu qu'il était parti, que les deux autres coureurs étaient en train de se disputer pour savoir qui allait prendre la roue. Dommage que Rebellin ne l'ait pas vu. 25 secondes. Ah, malheureusement, ça sera un peu trop juste pour Axel. La flamme rouge est tout là-bas au fond, regardez. Au bout de la ligne droite, Axel a premièrement en point de mire le trio de tête et deuxièmement la flamme rouge. Nous sommes dans la ville de Anse et c'est au sommet de la côte de Anse que sera jugée
l'arrivée de cette 86e édition de Liège-Bastogne-Liège. Pour l'instant, les Italiens ont gagné à 8 reprises. Et le dernier Italien vainqueur, c'était bien sûr Bartoli en 98. Et attention, retour également de Vladimir Belli. Et je vérifie, il n'y a pas eu pour l'instant de victoire espagnole dans Liège-Bastogne-Liège. Justement, c'est fort possible qu'Echevarria Attention à Echevarria. ouvre la... Il a un point Aujourd'hui, terrible. oui, attention au sprint. Il va très bien au sprint. Surtout les sprints en petits groupes comme cela. Il est toujours très fort. Qui finalement donnerait raison à la Once, à la tactique de la Once qui a, je ne vais pas vraiment dire qu'il a sacrifié Jalabert, mais qui a laissé toutes les chances d'Echevarria. Au fond de lui-même, Laurent Jalabert doit être déçu. Il n'y avait pas cette année au départ Bartoli et Vandenbroek. Il était très en forme, troisième à la Flèche Wallonne. On espérait, il en rêvait. Mais il ne gagnera pas cette année alors que Vladimir Belli revient sur le trio de tête. Va-t-il attaquer immédiatement? Ah oui, s'il en avait la possibilité, c'est ce qu'il faudrait faire. Dommage, Axel va revenir, mais un tout petit peu trop tard. Ah, Belli n'est pas rentré. Oui. Rebellin en première position. David Echevarria, l'Espagnol de la Once en deuxième position. Paolo Bettini, l'équipier merveilleux de Michele Bartoli qui se retrouve aujourd'hui à 26 ans avec la possibilité de gagner la première classique de Coupe du Monde de sa carrière. Paolo Bettini qui a eu 26 ans le 1er avril. David Echevarria juste devant lui et Davide Rebellin en première position. Regardez cette image, Vladimir Belli ne reviendra pas. Axel Merckx va peut-être revenir sur Vladimir Belli, mais il ne luttera pas pour la première place. Les derniers hectomètres. Davide Rebellin en première position. Echevarria en deuxième position. Paolo Bettini en troisième position. Sprint lancé par Davide Rebellin. Paolo Bettini qui fait l'effort au centre de la route. Sprint extrêmement disputé. Paolo Bettini qui gagne. Deuxième Echevarria, troisième Rebellin. Paolo Bettini, vainqueur. Deuxième Echevarria. Troisième Davide Rebellin. Le quatrième à 10 secondes, Vladimir Belli. Cinquième à 13 secondes, Axel Merckx. Et bien si tous les concurrents qui étaient partis en poursuite maintenant vont en finir avec tout d'abord Mauro Gianetti. Voilà Mauro Gianetti qui est sixième. Alexandre Vinokourov, septième. Voici maintenant Martin Denbacker qui va en terminer. Le champion de Hollande, Martin Denbacker. Arrivé maintenant de Casagrande à 46 secondes. Laurent Jalabert qui termine à l'instant. Laurent Jalabert qui doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il est 10e Laurent Jalabert. Laurent Jalabert en 12e position. Voici maintenant Peter Farazin, le Belge de la formation Cofinis, et un petit groupe réglé par Oscar Kamentin qui en termine maintenant avec 1 minute 16 secondes de retard. Vous voyez que les concurrents arrivent l'un après l'autre. Le final est particulièrement exigeant, particulièrement difficile. Et l'on revoit au ralenti Bernard Bettini a très bien géré son tour. Ah oui, on a eu peur à un moment, il a presque touché la roue. Il n'y avait pas beaucoup de vent, mais il a préféré rester en troisième position après le virage, bien s'élancer et faire l'effort tout à fait sur la fin. Echevarria très déçu. Paolo Bettini, 7e du Tour d'Italie 98. Il est passé professionnel en 1997 dans l'équipe MG Technogym. En 98, il était bien sûr chez Asics avec Bartoli. Et depuis 99, il appartient à la formation Mapei Quick-Step.
à laquelle il donne une semaine après Yoann Museeuw une deuxième victoire consécutive en Coupe du Monde. En voyant sous un autre angle le sprint, Bernard. Oui, Bettini, il a failli toucher la roue. Hein. Ça a été vraiment très juste parce qu'il est parti un petit peu sur la droite au moment où Echevarria lui commençait à dépasser Rebellin sur la gauche. Et on voit que Bettini est quand même beaucoup plus fort qu'Echevarria. Il passe assez facilement. Il y a une bonne résistance également de Rebellin. Voilà une autre image. Vous voyez, voici Paolo Bettini. Il est né le 1er avril. Ce qui est étonnant, il a dû souvent sourire avec ses copains. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas le 1er avril, nous sommes le 16 avril. Il remporte la 8e victoire de sa carrière professionnelle. Il pleure, Paolo Bettini. Il a gagné l'année dernière la province de Lucca plus une étape. Il a gagné une étape du Tour de Romandie, une étape de Tirreno-Adriatico, une étape du Tour de Galice, une étape du Mémorial Mario Tecci, une épreuve du Challenge international de Majorque cette année. Sa victoire, il l'a remportée après la côte de la Redoute, hein, lorsqu'il est reparti. Au moment où il y avait en haut de la côte de la Redoute, il y avait une échappée, puis le peloton est un petit peu revenu. Eux sont repartis, mais surtout, c'est la décision qu'ils ont prise de rouler immédiatement, malgré le poids mort, d'Echevarria, qui protégeait la course de Jalabert. Et malheureusement, eh bien, peut-être justement à cause de la présence de Jalabert dans le peloton, la présence d'Echevarria surtout dans cette échappée, eh bien, Laurent Jalabert n'a pas pu rouler sur cette échappée, n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Exactement, la tactique de course inciter l'équipe ONC à profiter de l'avantage d'Echevarria à l'avant. Malheureusement, cet avantage n'a pas été victorieux jusqu'au bout. Vous voyez qu'Axel Merckx, regardez le geste, il est content Axel, car c'est un de ses équipiers et cela illustre bien la mentalité qui règne au sein de cette formation Mapei, où l'on joue collectif, où l'on joue la solidarité, où l'on veut la victoire de l'équipe. Eh bien aujourd'hui, c'est l'une des plus belles illustrations de la signification du mot équipier qui vient de s'imposer. Il s'agit bien sûr de Paolo Bettini, vainqueur devant l'Espagnol David Echevarria, 3e Rebellin, 4e Belli, 5e Axel Merckx, 6e Mauro Gianetti, 7e Alexandre Vinokourov, 8e Martin Denbacker, 9e Casagrande et 10e Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui est premier français mais qui au fond de lui-même, on peut l'imaginer, doit être bien déçu par cette 10e place. Lui qui rêvait de Liège-Bastogne-Liège. Nous venons de vivre sur France 3 la 4e étape de la Coupe du Monde 2000. La prochaine étape aura lieu samedi prochain. Nous serons en Hollande. Ce sera l'Amstel Gold Race. Et l'Amstel Gold Race, nous vous la proposerons samedi prochain dans le cadre des Samedi Sport sur France 2. Alors que l'on voit un coureur de la Française des Jeux qui en termine, Xavier Jean, et que Paolo Bettini pleure toujours et on n'en revient pas. Il n'en revient pas. C'est bien lui le vainqueur de la 4e étape de la Coupe du Monde 2000. Paolo Bettini, premier. Merci Bernard Thévenet. Merci à tous et rendez-vous samedi prochain pour l'Amstel Gold Race sur France 2. Tout de suite, nous retournons à Paris pour la suite de Sport Dimanche avec Laurent Lilla.